Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons écouter Émeric Gali qui va nous parler du coup de sa saga et notamment du premier volume de sa saga qui s'intitule du coup Les Lumières monarchiques. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Émeric, je te laisse te présenter, nous parler de ton parcours et de ce qui t'a emmené à écrire ce roman. Bonjour à tous. Alors, pour me présenter, Émeric Gali, je fête aujourd'hui même, c'est mon anniversaire, j'ai 52 ans, et je suis professeur de sciences économiques et sociales et de management sur le campus de Mamirol, dans le Doubs, et juste à côté de Besançon. Voilà. Donc, j'enseigne à des étudiants qui sont en BTS et des étudiants qui sont en licence. Et en parallèle, j'écris. Alors, suis-je un écrivain? Ça, c'est toujours un peu délicat de se décrire comme ça, mais en tout cas, j'aime écrire depuis très longtemps, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours écrit des petites nouvelles. Et puis, cette saga qui a débuté il y a 2 ans maintenant, 2 ans d'écriture, ensuite premier tome sorti, deuxième tome récemment. C'est une saga qui se passe au XVIIIe siècle, et l'origine de cette saga, c'est l'histoire d'un jeune ancêtre. Alors jeune parce que son histoire débute aux alentours de ses 13-14 ans, et on va le suivre jusque 20. Voilà. Pour l'instant, il a 25 ans dans l'histoire. Donc, on suit vraiment toute son évolution, tout son parcours. Et ce qui m'intéressait, c'est que c'est un jeune qui part de Normandie, puisque je suis originaire de Normandie, et puis qui va faire une école militaire à la marine pour ensuite traverser l'océan Atlantique, tout ça au XVIIIe siècle, pour arriver aux Caraïbes. Donc, c'est une vraie aventure, mais une aventure, certains pourraient dire, ou lire du premier plan, une aventure de KPDP, mais c'est surtout une aventure humaine, puisque ce qui m'intéresse, c'est les convictions qui vont évoluer au fur et à mesure des événements que vont rencontrer les différents personnages de la saga. Et puis, il y a une résonance avec l'actualité, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut contrecarrer des va-t-en-guerre? Et mes personnages sont justement dans ce questionnement-là. Est-ce que ce conflit, puisque là on est à peu près dans les Caraïbes au moment où il y a la guerre d'indépendance américaine, est-ce que ce conflit est mon conflit? Est-ce que j'y ai mon intérêt? Donc c'est tous des questionnements qui me semblent assez pertinents et assez intéressants. Et, et je pense qu'il faut une sacrée dose de courage pour contrecarrer les idées dominantes. Et c'est là-dessus que j'ai voulu essayer de tourner, et tout ça dans un contexte historique du 18e qui m'intéressait pour la façon dont les gens parlaient. J'adore écrire les dialogues, et écrire des dialogues au 18e, c'est savoureux, c'est des petites pépites. Et puis, toutes ces géographies aussi qu'on a oubliées, ces paysages, cette façon de se déplacer qui est différente d'aujourd'hui. Donc voilà un peu pour le contexte de la saga. Et moi, je m'inscris là-dedans parce que ça part d'un ancêtre. Et en même temps, bah, ça me permet aussi de mettre tout ce que j'aime dans l'enseignement, c'est-à-dire la sociologie, le partage de savoir, le transmettre quelque chose. Donc voilà, un petit peu mon parcours et comment je suis arrivé dans cette saga. D'accord. Du coup, là, on va maintenant parler un peu plus en profondeur de ton roman et surtout de ton univers. Qu'est-ce qui t'a inspiré principalement l'écriture de ce roman? Là, c'est la découverte d'une lettre qui est datée de 1777, qui parle de cet ancêtre, donc Pierre Galli d'Ibouville, c'est son nom complet. Et il est né en 52, donc il a plus d'une vingtaine d'années. Et à ce moment-là, cette lettre-là parle d'un procès, un procès militaire dont il est la victime, puisqu'il est considéré comme déserteur. Et en effet, il l'a été. Il n'a pas voulu aller combattre aux États-Unis. Et ce procès le condamne au fer. Donc, condamné au fer, c'est au bagne pour l'époque. Comme il est officier enfin, une petite noblesse, donc il ne va pas au bagne sur les îles, il retournerait en France. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'à partir de cette lettre-là, je n'ai plus de traces de lui. Il n'embarque pas sur les bateaux qui rejoignent le bagne qui était à Rochefort. Et puis à Rochefort, on n'a aucune trace de lui. Et on sait, en recoupant parallèlement, qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de désertions aux Caraïbes, dans les prisons aux Caraïbes. Et donc, ce qui m'a intéressé, et c'est là où l'imagination
rentre, et c'est pour ça qu'on est vraiment dans un roman historique, c'est que je me suis dit, bah, j'ai plein de pièces du puzzle historique, et tout ce qui manque, bah, à moi de le combler avec l'imagination. Donc là, bah, l'aventure commence, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'est de le faire déserter, le faire s'enfuir, l'évasion, et puis ensuite tout ce que ça peut enclencher derrière. Et à chaque fois que j'avais un élément, que je me suis renseigné auprès du diocèse, auprès des archives de la marine, et ainsi de suite, donc j'avais pas mal d'éléments intéressants sur sa vie. Et ce qui m'intéressait, c'est là où il y avait un manquement, qu'est-ce que moi je pourrais combler avec l'histoire, avec l'imagination, et que ça reste crédible. Donc voilà, donc c'est tout un roman, c'est un puzzle au final, c'est vraiment ça qui m'a intéressé. Et je dirais qu'avec ce personnage-là, c'est une vraie rencontre. J'avais besoin de le refaire, j'avais besoin de le faire revivre, j'avais besoin de le ramener à la vie. J'avais besoin de raconter son histoire et puis d'essayer de faire comprendre au lecteur que déserter pour des convictions, ça demande un courage phénoménal. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. Et les convictions qu'il met en avant me semblent assez pertinentes à développer. J'avais vraiment cette envie de le... Ouais, il y a un côté un peu fou, mais il y avait vraiment cette envie de dire, mais c'est à moi de prendre la plume et de le faire parler. C'est à moi de raconter son histoire et de le ramener à la vie. C'est vraiment ça. Donc c'est une rencontre avec un personnage jeune qui a vécu au moment où je reçois cette lettre une histoire assez fantastique et en même temps qui devait être émotionnellement extrêmement dure. Et j'avais vraiment ce besoin de le raconter. Voilà. D'accord. Alors du coup, peux-tu du coup nous présenter un peu plus en détail le personnage principal? Pierre, c'est un jeune un peu impétueux, très attachant, qui a vécu toute son adolescence. Alors, on est au 18e, hein, l'adolescence s'arrête vers les 13 ans. Hein. Donc, de sa naissance jusqu'à ses 13 ans, il vit sur le domaine, à côté de Dieppe, dans le pays de Caux. Donc, une vie plutôt surprotégée. Voilà, il a un frère aîné. Et puis, rapidement, étant le cadet, à cette époque-là, on avait le choix entre la religion ou l'armée. Et son père décide de l'inscrire à l'armée. Donc, il intègre à 13 ans l'école des cadets de Rochefort. Donc, l'école des cadets, c'est des écoles militaires qui préparaient les cadets, en l'occurrence de la noblesse, qui ensuite devenaient des officiers. Essentiellement des officiers de la marine sur Rochefort et la côte ouest, qui ensuite étaient destinés à constituer le corps d'officiers des colonies qui se trouvaient aux Caraïbes et aux États-Unis. Et donc, il va passer 10 ans, puisque à l'époque, l'école militaire durait 10 ans, donc de ses 13 ans jusqu'à ses 23 ans. Et c'est le premier tome de la saga que je raconte. Donc, il y a une multitude de choses qui vont lui arriver autour de Rochefort, tout ça autour de la Charente. Et ensuite, il va embarquer. La fin du premier tome, c'est il embarque et il traverse l'Atlantique avec une escale aux Canaries, puisqu'à l'époque, on faisait l'escale aux Canaries pour récolter de l'eau fraîche. Donc voilà. Donc Pierre, c'est quelqu'un qui est euh, très convivial, qui a une communication très facile avec les gens, ce qui permet d'avoir une multitude de personnages autour de lui. C'est le héros, mais pas que. Ils sont deux, et autour d'eux gravitent des personnages qui sont assez intéressants. Donc c'est un peu une aventure collégiale. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était vraiment inscrire le personnage, pas en tant que solitaire, mais en tant que membre d'une équipe. Et c'est ça que j'ai constitué. Et ça permet de créer des liens, ça permet de créer une multitude de tensions, d'émotions, de créer des dialogues vraiment intéressants, des échanges assez sulfureux entre différents personnages. Et à partir du milieu du roman, c'est vraiment là où il va rencontrer des personnages qui ensuite vont le suivre dans son aventure et vont vivre l'aventure avec lui en l'occurrence. Donc voilà, donc c'est un Normand. Les Normands sont considérés comme des gens fiers et impétueux. C'est un peu ce que j'ai essayé de mettre aussi dans le personnage. Et puis, il a une culture assez forte, une culture militaire, évidemment, mais aussi une culture littéraire. Il a un précepteur qui a des idées un peu philosophiques et puis qui se raccroche à l'Antiquité et qui lui donne aussi tout ce savoir-là, qui lui servira sans doute plus tard quand il aura à prendre des décisions qui vont, qui vont avoir des conséquences assez fortes sur le reste de sa vie. Et ces philosophes de l'Antiquité que moi j'apprécie en tant qu'écrivain, j'ai aussi insufflé dans la pensée de Pierre une multitude de pensées philosophiques
lui permettent aussi d'évoluer et de grandir. Voilà. C'est peut-être sans doute ce premier tome, Une certaine éducation, c'est le titre du premier tome. Pourquoi une certaine éducation? Parce que c'est ça qui m'intéressait. C'est à l'époque, il y avait une multitude d'éducations très religieuses, très militaires, mais il y avait aussi des précepteurs qui étaient des gens qui avaient un savoir basé sur le savoir de l'Antiquité et qui le transmettaient à leur jeunesse. Et ça permettait aussi, surtout à cette époque des Lumières, d'avoir ensuite toute cette évolution qui nous a entraînés avec les philosophes des Lumières. C'est aussi ça, cette histoire-là. C'est le début de ces années des Lumières. D'accord. Alors du coup, quels sont les grands thèmes abordés dans ce livre? Donc apparemment tu nous parles d'éducation. Tu nous as parlé également de l'idée un peu du voyage et tout ça, un peu de la quête de soi avec est-ce qu'il faut suivre ses intentions par exemple pour déserter, etc. Je te laisse nous en dire un peu plus à ce sujet. Ce que tu as dit est vrai, et en effet, c'est un livre. Ça parle d'éducation, mais d'une certaine éducation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait l'éducation? Elle n'est pas que pédagogique ou scolaire, elle n'est pas que religieuse, elle n'est pas que militaire. Il y a aussi tout ce que la vie t'apprend, toutes ces expériences. On appelle ça le constructivisme, mais j'apprends de mes expériences et j'apprends en observant les autres. Et c'est ça aussi que j'ai voulu transcrire et transmettre dans cette aventure. Ça parle aussi de quelque chose qui paraît basique, mais qui résonne vraiment beaucoup en moi, et que j'ai, en tant que professeur, j'enseigne aussi à mes élèves, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est l'engagement? On l'oublie souvent, mais l'engagement, ça veut dire quelque chose. Toi, ce que tu fais, il y a une forme d'engagement. Tu crois en ce que tu fais, tu crois en ce que tu veux transmettre. Et je trouve que c'est ça aussi qui doit résonner dans la plupart des gens. Et je pense qu'on est vivant quand on a des engagements. Et ensuite, l'aventure, le roman d'aventure permet de faire monter les émotions assez fortes. Et là, je vais jusqu'à confronter cet engagement. Sous-entendu, Pierre, es-tu prêt, suivant tes convictions, à aller jusqu'au bout de ce que tu dis? Est-ce que tu es prêt à supporter les conséquences de tes convictions et de ton engagement? Et c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, on est jeune, mais si on a des convictions, des engagements, et qu'on s'y tient, eh ben il y a du corps, il y a un personnage fort. Donc ça parle aussi de ça. Alors pour ça, il faut une base, c'est pour ça qu'il faut une éducation. Donc une certaine éducation va lui permettre d'assumer ses convictions et son engagement. Donc c'est ça. Et après, pourquoi du constructivisme? Pourquoi il apprend de ses expériences? Il apprend des gens qu'il va rencontrer, de ses amis qui ont le même âge que lui et qui vont le suivre, de son précepteur, de différents personnages qui vont arriver au cours de l'histoire, qu'ils soient, on va dire, dans le camp des gentils ou dans le camp des méchants, peu importe, mais on apprend de tout. Et lui, ça va l'enrichir. Et donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on pourrait le lire en disant, voilà, j'ai un petit bonhomme, je sais où on l'emmène, et on va lui remplir la tête d'expérience, de conviction, d'intelligence, d'émotion, pour en faire un vrai personnage qui a du corps, qui a une profondeur. Et puis, ouais, enfin, moi, je m'y suis attaché, et les gens qui le lisent me réclament la suite avec insistance. Donc, voilà un peu de quoi ça parle. Et tout ça sous, parce qu'il faut que ça soit entraînant, tout ça. C'est pas un livre, c'est pas un livre d'un enseignant. Tout ça sous couvert aussi de tout ce qui fait le bonheur du roman d'aventure. Donc la romance, la trahison, le suspense, les bagarres, les tavernes, les bateaux en flammes, les bateaux qui voguent. Enfin voilà, le bruit de l'épée. Enfin voilà, il y a aussi tout ça qui permet de donner en plus une âme romanesque et une âme aventurière. D'accord. Est-ce qu'il y a un aspect historique assez méconnu que tu voulais mettre en lumière dans ta saga? De manière générale, ce que j'aime dire, c'est que j'ai nettoyé, enfin, c'est ce que je voulais. Je voulais pas tomber dans les caricatures du 18e. C'est pas la Pompadour, c'est pas Versailles, c'est pas, ils sont pas poudrés, c'est pas ça. Je me suis, euh, je me suis vraiment inspiré, mais parce que j'aime ça, je me suis vraiment accroché aux textes historiques qui sont vraiment les plus scientifiques, entre guillemets, mais qui se rapprochent vraiment de ce qui était la vraie vie de l'époque. Autant dans l'armée que dans la vie de tous les jours et ainsi de suite.
C'est-à-dire qu'au final, une fois qu'on a nettoyé un peu ce fantasme du 18e, les grandes robes, les pompadours et les perruques blanches, on se rend compte qu'au final, il y avait une modernité autant chez les femmes que chez les hommes dans leur pensée, et on voit bien où ça nous a amené ensuite à l'époque des Lumières, mais il y avait une modernité, et ce 18e, c'est vraiment au final un tournant sociologique. Et au final, on se rend compte que la façon dont on vit aujourd'hui et beaucoup d'acquis qu'on a aujourd'hui, ils sont nés au 18e. Et c'est ça que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire montrer que cette période, elle est beaucoup plus moderne et beaucoup plus pertinente que ce qu'on s'imagine quand on peut regarder un film, voilà, ou une série. Donc, euh, c'est ça aussi que je voulais mettre. Alors après, des détails, bah oui, c'est de se rendre compte que une multitude de technologies sont nées à cette époque-là, que ça soit euh, on pense souvent que le moteur à explosion ou que l'automobile est née bien au 19e, mais finalement, dès le 18e, on avait déjà des choses qui sortaient. Euh, dans l'armement, il y a aussi beaucoup de choses qui ont bougé. Dans les pensées aussi, c'est impressionnant. Et puis, bah, c'est le début de cette mondialisation, c'est-à-dire que la découverte de ces colonies, ça perturbe aujourd'hui avec ce qu'on peut entendre aujourd'hui, parce que tout a commencé là. Piller les ressources, transformer la nature d'une île pour en faire une agriculture intensive, bah, c'est dès le 18e qu'on a fait ça. Donc mon héros qui vient de la Normandie, le bocage normand et compagnie, qui se retrouve dans les Caraïbes, où on a rasé toutes les forêts dès le 18e pour y planter du café et du cacao et de la canne à sucre, lui, c'est un choc. C'est un choc culturel, mais c'est même un choc au niveau de qu'est-ce qu'on fait de la nature, quoi. Et ça, c'est dès le 18e, on en parlait. Et la plupart des gens ne le savent pas. Et donc, c'est ça aussi que je voulais mettre, c'était de montrer que le 18e, c'était d'une très grande modernité, au final. Et que beaucoup de pensées de l'époque, enfin, résonnent beaucoup avec ce qu'on pense aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant. D'accord. Alors du coup, tu nous as prévu un petit passage de lecture. Peux-tu nous expliquer, alors tu nous expliqueras, c'est mieux que tu nous expliques après, tu nous expliqueras du coup pourquoi tu as choisi celui-ci. Et là pour l'instant, du coup, je vais vous laisser en compagnie de Emeric pour faire un petit voyage. À l'approche de Rochefort, l'attelage s'arrêta au premier relais des grosses berlines de voyage. Désormais, ce serait un léger phaéton que le trio clôturerait son périple. Pierre tourna autour de cette voiture aux formes extraordinaires. Une capote ouverte mais ronde, comme un gros cocon protégeant les banquettes des voyageurs perchés sur 4 roues. Quel effet! Ce n'était pas pour lui déplaire. Ce véhicule détonnait à côté des lourdes diligences campagnardes. Corbeville donna congé au cocher en lui remettant sa rétribution dans une pochette lithographiée aux armes des Ibouville. Babas flatta l'encolure des 2 chevaux élancés à la robe baie et prit place à l'avant du phaéton. L'esthétisme certain de l'attelage lui donnait une allure dynamique. Le père Corbeville trouva l'ensemble très aristocratique, mais très voyant. Il ne put s'empêcher d'en faire la remarque à Babas. Vous avez choisi un attelage, certes remarquable, mais sans doute un peu trop clinquant. Qu'en penses-tu, Pierre? Charles, mon frère aîné, serait ravi de conduire un tel engin, et je ne doute pas qu'une voiture attelée de la sorte doit atteindre une vitesse prodigieuse. C'est sûr, monsieur, on va verser, mais pas avec moi comme meneur, répondit le valet, tout fier d'avoir négocié un si bel équipage. Il ajouta Achtem Mazin, ce qui veut dire à présent, tous en voiture. Le père jésuite demanda à Pierre comment il se sentait à l'approche de Rochefort. Curieux, nostalgique, excité et anxieux, tout cela à la fois, lui avoua-t-il. Tu vas grandir plus vite chez les cadets que dans un collège classique, Pierre, et commencer à envisager ton avenir. J'ai bien compris que je dois trouver ma place quelque part et continuer à grandir. Pierre se tut, se demandant s'il n'allait pas trop se livrer. Cette retenue le fit frémir. Une sensation de solitude l'envahit. Grandir, c'est quitter une enfance protégée et se libérer de la tutelle d'un adulte, éprouvé en toute autonomie. Comme Corbeville gardait le silence, il poursuivit. Pour bien grandir, on a besoin de liberté et d'indépendance. En un mot, de confiance, mais aussi de règles et de respect. Et ces règles, sinon, le fort opprime le faible et le fourbe embobine l'idiot. Il n'y a plus de liberté. L'élève avait appris et retenu des grands préceptes. Cordeville sourit en lui jetant un regard en biais.
Et tu comptes t'y prendre comment, Pierre? Ben, il y a une mille et une choses que j'ignore. J'ai beaucoup à apprendre, maître. Non seulement je compte bien grandir, mais je le dois aussi pour mon père et pour vous. Corbeville le mit en garde. Pierre, tout ce que tu sais et tout ce que tu sauras ne feront qu'accroître ta soif de liberté. La connaissance est une gourmandise d'une telle saveur qu'une fois qu'on y a goûté, il est difficile de s'en affranchir. Là est le danger. Un silence s'installa et le temps fut comme suspendu. La souplesse du phaéton engendrait un léger bercement des corps de nos deux voyageurs propices à philosopher. L'air fait s'imprégnait d'effluves maritimes à l'approche de la côte atlantique. Le voyage atteignait sa destination ultime. Alors voilà, ce petit passage que je voulais vous lire, c'est vraiment le moment charnière. C'est-à-dire, il quitte l'enfance et ensuite il est accompagné, comme vous vous en avez rendu compte, il est accompagné par son précepteur, qui sera sans doute ses dernières heures en tant que son maître d'apprentissage, et il l'emmène à la caserne de Rochefort, où il finira ensuite où il fera ses 10 prochaines années. Et ce moment, c'est un moment d'intimité entre les deux, où ils vont échanger sur qu'est-ce que tu as appris, où est-ce que tu vas, et puis ne pas avoir peur de l'inconnu. Là où tu vas, tu connais rien, mais c'est ça qui est chouette, c'est le fait de ne pas connaître, et ben ça t'ouvre une multitude de possibilités. Et ce passage, il me semble intéressant parce qu'on quitte vraiment le monde de l'enfance pour entrer dans le monde de l'adulte, et c'est un moment charnière. Voilà. Donc deux personnages qui s'entendaient et qui ont vécu beaucoup de temps ensemble vont se séparer à ce moment-là et vont avoir deux aventures qu'on suivra ensuite dans l'histoire, puisque le précepteur va avoir aussi son aventure. Et les deux vont vivre des aventures pour ensuite se retrouver à un moment donné dans l'histoire. Donc c'est le moment charnière de ce premier tome, Une certaine éducation. D'accord. Alors du coup, on va passer au moment où tu nous parles du processus d'écriture. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est déroulée l'écriture de ce roman? Ah, Alors, tout début, oui, c'est bon, c'est bon. Je croyais qu'il n'y avait pas de son, mais c'est tout bon. cette lettre, et à partir de cette lettre, sans penser, enfin, j'avais cette envie d'écrire sur lui. Mais comment? Bon, je me dis, on va voir un peu les choses. Donc, j'ai commencé en premier à faire des recherches. Je me suis rapproché du diocèse de Normandie. Je leur ai demandé deux, trois documents. Ils m'ont donné un accès à leur réseau informatisé, qui est numérisé. J'ai pu retrouver l'acte de naissance, j'ai pu retrouver un acte de mariage aussi de son frère aîné, deux, trois éléments intéressants. Dans ma famille, j'ai récupéré aussi des documents de cette époque-là, euh, des trucs qui n'avaient pas réellement lien avec Pierre, mais une feuille de menu, deux, trois lettres, des factures, des lettres, ce qui me permettait de me poser dans cet environnement. En gros, de faire une marche en arrière. Et puis en parallèle, je me suis aussi renseigné sur l'histoire officielle, qu'est-ce qui se passait à tel moment, et ainsi de suite. Et une fois que j'avais tous ces éléments-là historiques, alors du personnage, de la famille et l'histoire officielle, et ben, ça m'a permis d'avoir une trame. Et mon idée, assez rapidement, ça a été de me dire, maintenant, je vais inclure mes personnages dans cette histoire. En gros, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, il y a l'histoire officielle qu'on nous apprend, avec ces grands personnages, où tout est bouleversé, ce qui nous amène à aujourd'hui. Mais je me dis que tous ces grands personnages, ils ont tous eu dans leur entourage d'autres personnages inconnus, un valet, un conseiller, un secrétaire, enfin peu importe, tous des gens qui sont inconnus. Et au final, peut-être que ces gens, parce qu'ils ont transmis à un moment donné un document, ouvert la bonne porte, dit le bon mot, ça a permis de faire l'histoire officielle. Alors voilà, c'est ça qui m'intéressait, c'est de me dire, on va parler de l'histoire, mais pas par les grands personnages, par ceux qui sont inconnus et qui sont dans l'ombre. Et c'est ça qui m'intéressait. Et après, bah, comment j'écris? Moi, j'écris en puzzle. C'est-à-dire, quand j'ai envie d'écrire une scène, je l'écris. Peu importe, c'est pas chronologique. Par exemple, très rapidement, j'ai écrit des scènes qui se passent à la fin de l'histoire. Et puis après, bah, une fois que j'ai écrit un peu comme plein de puzzles, plein de pièces du puzzle, bah, je les assemble. Et c'est comme ça que je travaille. Donc quand je me sens plus à écrire une scène romantique, bah, je vais l'écrire. Je la mets de côté. Une scène de bataille, je l'écris. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ma tête, j'ai déjà tout le canevas. J'ai toute l'histoire de tracé. Et après, bah, tout se met doucement en place. En gros, il y a un gros travail qui se passe dans votre tête et souvent, ça va exploser.
Et puis ensuite, il y a tout ce qu'il y a dans vos cahiers. Et moi, dans mon cahier, oui, il y avait une multitude de post-it dans tous les sens parce que c'était numéroté. Et puis après, c'était pas assez gros, donc je me suis mis un immense tableau en face de moi, comme un enquêteur, avec mes ensembles de trucs. Et surtout qu'au 18e, ce qui est intéressant, c'est que le temps n'est pas le même. Nous, tout est vite. Là, tout est lent. Donc rapidement, je me suis trouvé une carte de l'époque qui donnait les distances, les temps approximatifs d'une ville à l'autre en diligence. Ensuite, le temps de traversée de l'Atlantique à l'époque. Quand une lettre était envoyée, quel temps elle mettait pour arriver? Parce que tout ça, ça me permettait d'être logique et pas de faire d'anachronisme. Donc c'était aussi ça qui était intéressant, c'était de retrouver le temps long. Et dans l'écriture, quand on écrit, c'est le temps long. On ne peut pas se dire, je vais écrire en 10 minutes. Moi, le premier et deuxième tome, je les écris en même temps. Il y a 2 ans d'écriture. Et je me suis rendu compte récemment qu'il y a une scène de bal que je voulais à tout prix inscrire dans le tome 1. Et puis ces balles du 18e qui étaient très codifiées. Moi, j'ai mis plus d'un mois à l'écrire, cette scène. Et quand on la lit, elle se lit en 20 minutes. Donc, c'est bon, c'est comme ça, c'est normal, hein. Mais c'est ce temps long. Alors, c'est vrai que quand l'impatience de certains lecteurs qui réclament la suite, je dis oui, mais il y a le temps long. Écrire, c'est long. Penser, c'est long. Structurer une pensée, choisir les bons mots pour avoir la bonne rythmique, tout ça, ça demande enfin, c'est hyper chronophage, quoi. Donc, et pour pas me frustrer, quand j'ai envie d'écrire une scène, je l'écris tout de suite. Même si elle doit être modifiée, il faut que je la sorte parce que peut-être qu'elle passera, c'est un passage. Donc c'est vrai que quand je suis en boulimie d'écriture, honnêtement, je peux écrire à 22, 23 heures ou à 5 heures du matin. Au moment où vous êtes éveillé, où le conscient et la réalité n'a pas pris le dessus, c'est à ce moment-là où c'est génial. Parce que là, c'est tout votre intellect, il est complètement pris dans l'écriture. Donc l'histoire, elle se dessine à ce moment-là. Alors là, il faut avoir le cahier, noter vite les trucs ou s'enregistrer. Des fois, ça m'arrive, je me balade en forêt, j'ai une idée, vite, je l'enregistre pour après le structurer tranquillement, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y a des scènes, je les ai repris 4, 5 fois. Il y a des scènes, elles ont été mises quasiment telles que, quoi. J'ai touché une virgule et un mot, mais c'est tout. Donc ça, c'est vraiment... bon, voilà, ça dépend, ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'écris vraiment par pièce. J'écris les pièces et ensuite je les assemble. Il n'y a pas de chronologie. Chronologie, pour moi, ça frustre. Parce qu'il suffit qu'on bloque à un moment et qu'on se dise qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, alors que dans la tête est en train de se créer des choses qui se passent après. Et là, ça va être une cavalcade phénoménale. Donc, il faut surtout sortir tout ce qu'on a à sortir et ensuite, on va raccrocher toutes ces pièces-là. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un jeu d'assemblage. D'accord. Et est-ce que tu as eu des défis particuliers, notamment par exemple avec la recherche historique, etc., lors de l'écriture? Très compliqué. Pour parler de marine du 18e, il ne faut pas parler de la marine avec les adjectifs, avec les noms communs d'aujourd'hui. Donc, j'ai un ami qui est officier dans la marine et qui, quand je lui en ai parlé, il me dit mais t'es mal barré, Émeric, puisque 80% de ce qui est utilisé ou employé comme terme au 18e ne sont plus employés maintenant dans la marine. Donc il me dit, il faudrait essayer de se rapprocher. Et là, il a une idée géniale. Il me dit, mais je connais quelqu'un, là où il travaille, qui a fait des recherches historiques et qui pourrait peut-être, lui, par son réseau, te rapprocher d'historiens de la marine. Et en effet, je suis rentré en contact avec un historien de la marine qui a pu me donner une multitude de mots, mais des trucs tout bêtes, un cordage, la verrière derrière la cabine, enfin des mots qui n'existent plus, pour pouvoir employer les bons termes. Parce que j'ai des scènes qui se passent sur des bateaux, mais faire circuler les gens sur le bateau, c'est pas faire circuler les gens dans une maison ou dans un palais, c'est pas les mêmes mots. Il faut savoir sur quel pont on est, la distance qu'il y a entre tel truc et tel truc, et en plus de ça, pour que ça rende les choses très fluides, ensuite il faut adapter tout le langage. Donc je me suis vraiment, là ça a été un sacré défi hein, de raconter et d'employer les bons termes de l'époque. Et puis, je disais 2, mais au final je dirais 3, parce que reprendre la notion du temps de l'époque. Voilà, moi je parle assez vite, je suis prof, donc les élèves me questionnent beaucoup, donc ça, bam, 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 c'est du ping-pong. Et puis notre vie de tous les jours fait qu'on est tous on est en suractivité. Et là, il a fallu ralentir le début, ralentir tout ce qui se passe,
Et au final, ça a été un véritable bonheur parce que je me suis rendu compte que, mon Dieu, tout ce qu'ils ont fait au 18e, sans cette accélération, c'est fabuleux. Et je me suis dit qu'au final, on peut faire des choses en prenant son temps. Donc ça m'a aussi appris ça personnellement. Et puis le troisième défi, je dirais que c'est euh, faire parler les gens du 18e. Et faire parler, entre guillemets, les vrais gens du 18e. C'est-à-dire, quel que soit leur niveau de culture et leur niveau dans la société de l'époque, c'était de les faire parler entre eux et puis de retrouver le bon mot, la bonne formule, le bon pic, parce que c'était vraiment des as de ça. Pas oublier qu'à l'époque, dès l'école, on apprenait l'art de la conversation et c'était une arme. Hein. Savoir parler était une arme. Donc c'était fabuleux. Mais pour ça, il a fallu que je me documente énormément et que je retrouve une multitude de dictionnaires et de mots. Alors, grâce à Internet, on a aussi beaucoup de choses de l'époque. En gros, comment on dit tel mot, mais à l'époque, comment on dit joli, comment on dit bien, comment, voilà, tous ces termes qu'on emploie tous les jours qui sont du sens commun, comment je peux les réinterpréter avec des mots du 18e. Et c'était un autre défi. Mais au final, c'était trois défis qui étaient aussi de l'amusement parce que c'est ce que je voulais, quoi. C'était vraiment aller gratter cette époque-là, la nettoyer, comme je disais tout à l'heure, pour en sortir le, l'essence la plus véridique possible, quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est ces trois défis. Mais le plus difficile pour moi, ça a été quand même de rentrer dans le monde de la marine du 18e. Ça a été un sacré défi. D'accord. Alors du coup, on va passer à la partie au niveau des retours que tu as eu de la part de lecteurs, etc. Donc, quel retour de lecteur qui t'a le plus marqué? Alors j'en ai un des tout premiers. Une dame m'a écrit pour ben justement, c'est un peu comme ça aussi que je me suis rendu compte que je ne m'étais peut-être pas planté. Elle m'a dit merci, vous m'avez fait ralentir le temps. Et elle me dit j'ai volontairement lu très lentement pour justement profiter au maximum. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent ah, je me suis pris dans l'histoire, j'ai lu en 15 jours. Bon, c'est bien, comme les gens qui vous regardent des séries en un week-end. Moi, je suis assez tenté de dire, mais prenez votre temps si vous aimez les choses. Et cette dame, elle m'a dit, j'ai pris mon temps de le lire et j'ai essayé de retrouver ce temps long. Et elle me fait, j'ai d'autant plus apprécié chaque mot parce que j'ai pris mon temps. Alors, ça paraît bête de le dire comme ça, mais ça correspondait à ce que j'avais en tête. Donc, c'était marrant, ça a vraiment résonné quand elle m'a dit ça. Et puis après, j'ai eu d'autres tours qui étaient intéressants, de gens qui m'ont. Alors, si, ce qui m'a assez surpris, euh, parce que c'est mon premier vrai projet, on va dire, qui est en librairie, c'était me rendre compte qu'une fois qu'on a écrit, l'histoire et les personnages ne vous appartiennent plus. Je me suis fait, entre guillemets, enguirlander par un lecteur qui m'a dit qu'il n'acceptait pas que tel personnage aille dans tel sens et puis ait telle aventure. Voilà. Et il m'en voulait pour ça. Alors je disais rien parce que je connaissais la suite de l'histoire. Quand il a lu le tome 2, il m'a réécrit en me disant heureusement que vous avez. Bah, donc c'était rigolo parce que je me disais, ils se sont appropriés les personnages. Dans le même sens, j'ai des gens aussi qui m'ont dit bah, j'ai des personnages féminins qui sont très hauts en couleur parce que on imagine toujours le 18e avec, encore une fois, des princesses et cervelets, tout ça, mais c'est pas vrai. Il y avait des femmes qui étaient très engagées dans la politique, très engagées dans les sciences, très engagées aussi dans l'aventure collective. Et j'ai deux personnages féminins qui sont très hauts en couleur. Et j'ai une dame qui m'a écrit, qui m'a dit euh, qu'un des personnages féminins l'avait assez bouleversé et que ça avait aussi un peu bousculé, elle, sa façon de penser, sa façon de vivre. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. En gros, ce qui, moi, à chaque fois, m'émeut beaucoup, c'est quand les gens me disent que ça les a impactés eux-mêmes. C'est toujours agréable de dire oh, j'ai adoré, c'était super tout ça, mais quand on sent qu'il y a une distance. Mais quand les gens vous disent, ou dans leurs mots vous disent, mais vous comprenez qu'ils ont été happés et qu'ils se sont retrouvés dans le livre, et c'est ça aussi qui m'a plu. Et puis moi, ce que j'ai toujours eu peur, enfin toujours peur en écrivant, c'est que cet enchaînement de mots ne provoque pas de sensation. Et moi, ce que j'aime, c'est quand les gens me disent oui, j'ai eu peur, oui, j'ai senti les odeurs, oui, j'ai eu froid, oui, j'ai eu chaud.
Voilà, c'est-à-dire que, et là je me dis, on est presque dans de la magie, c'est-à-dire que l'alignement des mots permet de ressentir une température, une ambiance. Oui, oui, ou alors des gens qui vous disent, oh, quand un tel parle fort, alors que moi j'ai écrit un dialogue, et ça je me dis, bon, bah, c'est bon, c'est qu'on a réussi, quoi. Et c'est ça, c'est en gros faire ressentir des émotions et des sensations. Donc voilà, sur les retours lecteurs, je dirais ça. Après, j'oublie l'agressivité et la méchanceté des gens qui lisent pas et qui accusent, mais bon, ça fait partie de notre société. Effectivement. Euh, alors du coup, une suite est prévue, si j'ai bien compris. Alors, moi, là, je suis en train d'écrire le tome 3, et donc le tome 1 et le tome 2 sont disponibles. Est-ce que j'irai plus loin? C'est ce que les gens me questionnent là-dessus. Je n'ai pas de réponse, puisque dès le début, je savais jusqu'où je voulais aller avec mes personnages. Je me laisserai sans doute une porte ouverte, mais après, j'irai sans doute sur d'autres ambiances, voilà, pour pas me laisser piéger. Mais je me laisserai une porte ouverte, c'est sûr, puisque bon, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai écrit le tome 2, c'était inenvisageable d'arrêter là, puisque les personnages, enfin, je les aime, quoi, je les adore, et j'avais encore envie de les faire parler. J'avais encore mille et une choses à leur faire dire, à leur faire vivre. Donc voilà, pour l'instant, je reste sur une trilogie. On verra bien après ce que ça donne. On verra bien s'il y a des demandes. Et puis si moi, j'ai aussi des idées pour emmener les personnages. En tout cas, là, c'est une histoire, encore une fois, cette notion du temps long. C'est que j'ai pris le temps de poser les personnages, j'ai pris le temps de leur créer un historique, un passé. Ils sont pas, il y a pas, c'est pas qu'une simple couverture. C'est vraiment des personnages où chaque personnage, on sait comment il est, on sait ce qu'il pense, on sait d'où il vient. Et puis parce qu'il y a ce passé, on, on comprend la logique de l'histoire. Enfin, voilà. C'est pas que c'est assez clair, mais donc voilà. Donc sur 3 tomes, ça me permet d'avoir une quinzaine d'années, et je trouve que si on se remet nous en tant qu'individu et on se dit, bah, si je fais un comeback de 15 ans en arrière ou si je me projette 15 ans en avant, c'est une période qui est assez longue pour se dire, bah, j'ai une multitude, bah, j'étais enfant, je suis devenu adulte, par exemple, voilà. Euh, j'ai appris des choses, j'ai eu des convictions, j'ai fait des engagements, j'ai fait une multitude d'erreurs, je me suis planté, j'ai été déçu, j'ai été trahi, j'ai pleuré, j'ai aimé, j'ai détesté. Il faut au moins ce temps-là si on veut donner un personnage riche, quoi. Donc oui, il y a une suite. D'accord. Et du coup, tome 3, le tome 3 de Sûr sortira et tu te laisses une porte ouverte au cas où tu veux faire quelque chose ensuite. Euh, Où peut-on acheter ton livre et suivre, enfin le roman et suivre ton actualité? Bah, le roman, il est disponible sur l'ensemble des plateformes, comme d'habitude. J'ai une toute petite maison d'édition, donc il est disponible soit à la commande, soit chez certains libraires qui l'ont. Sinon, on peut l'avoir directement depuis mon site internet. La petit truc en plus, c'est que bah, je peux vous mettre un petit mot à l'intérieur, les gens aiment bien. Et puis je vous glisse deux, trois petits goodies à l'intérieur en plus, marque-page, enfin. Voilà, tout ce que je peux avoir à chaque fois, je laisse toujours des petits cadeaux. Et puis ça permet d'avoir un lien direct avec le lecteur et c'est super intéressant ça, parce que ça permet de discuter avec les gens. Donc depuis mon site internet, on peut communiquer avec moi, on peut commander des livres. Et sur nous, sur l'ensemble des plateformes, voilà, il y a des gens qui vont acheter sur Amazon, sur la Fnac, chez Cultura ou chez leurs libraires, soit petits libraires et ils les ont commandés, soit des grands libraires et ils en avaient deux, trois en stock. Voilà. Donc, on peut le trouver assez facilement. J'ai toujours tendance à dire que, parce que sans doute, je suis, je suis très novice dans ce monde-là, mais j'aime bien être en direct avec les gens. Donc, je fais beaucoup de salons aussi, ça j'aime bien parce que. Alors, c'est dur, hein, c'est très dur les salons parce que une espèce de. Moi, j'appelle ça vraiment le syndrome de l'écrivain, c'est que on y va pour se présenter, présenter nos livres, et on a des gens qui passent en face de vous, mais qui sont extrêmement pudiques et mal à l'aise ou gênés de communiquer avec vous, alors qu'on sent qu'ils en ont envie. Et nous, d'un autre côté, moi, je n'ai pas envie de faire de commerce, donc je vais pas me jeter sur les gens, ils s'arrêtent, on se salue et tout ça.
Et puis, quand ça fonctionne, quand les gens s'intéressent à vous, et puis alors là, ça peut partir dans des conversations qui vont très loin. Et puis des fois, j'ai des gens qui viennent au salon avec le livre qu'ils avaient déjà acheté avant, parce qu'ils l'ont aimé, puis qui me demandent que je mette une petite griffe dedans, donc c'est rigolo. Donc sur les salons, on peut me voir. Alors j'essaie d'en faire pas trop loin, ou alors quand c'est loin, il faut vraiment que c'est un intérêt. Mais il y a 15 jours, j'étais en Normandie, justement, pendant 2 jours, sur le salon de Dieppe, un beau salon. Le 24, je suis du côté de Besançon. Enfin voilà, j'essaie de bouger un peu et de faire des salons. Soit il y a un intérêt qui correspond au roman historique, soit je suis invité, soit oui, je me dis c'est le bon moment. Voilà, j'essaie d'en faire un maximum parce qu'il y a un beau contact qui se crée avec les gens. Voilà, donc on peut assez facilement tomber sur moi et puis en tout cas voilà, grâce au réseau internet, on peut facilement me trouver mes romans et puis et communiquer avec moi si les gens ont envie d'en savoir un peu plus avant d'acheter ou avant de plonger dans l'histoire. D'accord. Et du coup, alors petite nouveauté sur la chaîne, vous avez le QR code juste là tout au bout, justement qui mène directement, alors j'ai mis le lien Amazon, mais qui mène directement au lien Amazon. Vous avez juste à flasher pour accéder à la page Amazon pour l'acheter. Alors, on n'a pas entendu ce que t'as dit. Le QR code du site internet plutôt qu'Amazon. J'aurais dû. Et mais du coup, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et en description, il y aura, je verrai pour mettre également tes réseaux sociaux, si tu es d'accord. Et, euh, et du coup, comme ça, vous pourrez absolument prendre contact avec Émeric, il n'y a pas de souci. Alors, continuons. Est-ce que, du coup, projet en cours, le tome 3? Il y a des gens qui me disent vous en êtes tout dans le tome 3. Alors, étant prof de SES, des fois, ça revient. Alors, je redonne un pourcentage. Donc, je dirais que sur 100%, allez, il y a 60% qui est écrit. Donc, pour les gens qui sont déjà en train de lire, ils se disent 60% de l'histoire, de la suite de l'histoire de Pierre qui est déjà écrite, ça devient intéressant. Mais ils ne se rendent pas compte que 40%, c'est encore beaucoup à écrire. Et qu'après, il faut reprendre l'ensemble de ce qui a été écrit. Et parce que voilà, quand on aime les mots, quand on aime le bon mot, eh bien, il ne faut pas hésiter à changer une formulation de phrase, déplacer une virgule, raccourcir une phrase, rajouter une description si ça manquait. Donc, il y a un tas d'écritures. Bon, tout ça, bref, pour dire que si je peux le sortir septembre, octobre de cette année, ça serait vraiment, vraiment bien, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère le sortir fin du second semestre. Ça serait vraiment, vraiment sympa. Et puis, par respect pour les gens qui l'attendent, quoi. Voilà. Et tu avais parlé du coup tout à l'heure de te lancer dans dans autre chose après ce tome 3. Est-ce que tu as déjà des idées ou... Alors, euh, sans doute, alors pour cette fois-ci, parce que peut-être maintenant j'ai un peu plus d'expérience dans l'écriture, je m'appuierai là totalement sur l'imaginaire total, mais j'aimerais revenir, j'aimerais quitter le 18e. J'aimerais, pas- parce que j'ai aussi envie de me lancer un défi, et puis être plus en effet dans le contexte d'aujourd'hui, parce que je considère que ce qu'on vit actuellement est extrêmement riche, extrêmement perturbant, très violent. Et, et toujours dans cette façon de construire, la façon dont j'écris, vous avez dû le comprendre, mais c'est de prendre l'histoire officielle et puis de regarder, un peu comme si vous étiez en train de nous voir, vous nous voyez là, mais qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu vois? En gros, c'est un peu comme une photo, mais c'est intéressant de voir les personnages qui sont en train de se mettre devant, mais il y en a aussi plein, plein qui sont à côté, en train de faire la vraie histoire, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, essayez de trouver j'ai deux, trois idées, j'en dirai pas plus, mais dans ce contexte d'aujourd'hui, faire évoluer des personnages euh, qui pourraient changer un cours de l'histoire ou qui pourraient faire évoluer l'histoire en étant des inconnus, ça m'intéresserait aussi, ça pourrait être intéressant. Alors, quel sera le contexte? Pas policier, c'est pas mon registre, je m'y sens pas à l'aise, euh, mais plutôt un jeu d'ombre, un jeu de pouvoir dans l'ombre, ça m'intéresserait bien. En gros, j'aime bien les bruits de couloir. Alors, c'est très 18e,
Mais ce qui se passe dans le bureau, c'est intéressant. Ce qui se passe derrière la porte m'intéresse aussi. Donc, jongler un peu entre les deux comme ça. Bon, voilà. Donc, j'ai des idées, mais en tout cas, oui, je pense que je serai sur ce 21e tumultueux. D'accord. Alors du coup, il y a pas trop de monde. On a eu un peu de visite et tout pendant le live, mais il y a pas trop de monde pour les questions du chat. Mais, mais du coup, on a quand même bien discuté. Après, si quelqu'un passe faire un petit tour, n'hésitez pas à poser les questions, etc. Et si tu as quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Enfin, n'hésite pas. Euh, que, ouais, j'apprécie vraiment quand les gens qui rentrent dans ce roman-là par curiosité me disent, mais j'ai appris un autre 18e. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, ah non, c'est un livre qui parle de l'ancien temps. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Et c'est ça qui m'intéresse. Les gens peuvent toujours. C'est pour ça que je présente toujours le roman en disant attention, il ne faut pas lire ça comme vous regarderiez une série qui vous parle d'un 18e fantasmagorique. Hein, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans, dans quelque chose de très actuel. Et puis, parce que j'ai une culture de la série, ça paraît logique, mon roman, il est écrit aussi avec cette dynamique et cette rythmique du suspense de la série. Et il y a un truc aussi que j'ai pas dit, mais qui est intéressant, c'est que beaucoup de scènes, surtout des scènes où il y a beaucoup de déplacements, eh bien, je les ai vraiment posées sur le papier comme on poserait un plan. Et qu'ensuite, j'ai fait mes travelling. C'est des scènes de combat où il y a plusieurs personnes qui combattent dans une ruine. Et à un moment donné, je me dis, bon, alors si j'ai ce focus-là, donc caméra qui plonge ici, ensuite j'en mets une ici, si j'ai un travelling qui fait comme ça. Donc j'avais vraiment totalement dessiné sur un grand papier exactement comment était positionné le regard pour pouvoir décrire ce que je voyais, puis ensuite ça basculait de l'autre côté. Donc c'était assez intéressant aussi de faire ça. Donc oui, il y a un vrai dynamisme qui peut être lié à ce qu'on peut avoir dans ces séries d'action. Voilà. Donc il y a vraiment une écriture. Il y a un peu un décalage entre cette période du 18e et puis une écriture qui est plutôt vive et dynamique. Quoi. D'accord. Euh, Bah écoute, personnellement, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Euh, du coup, pour les personnes qui nous regardent depuis YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like, à poser vos questions en commentaire. Je pense que Émeric se fera un plaisir d'y répondre. Et, Ouais. euh, et c'est pareil, n'hésitez pas du coup à vous abonner pour voir d'autres interviews. On va essayer d'en faire un peu plus régulièrement. N'hésitez pas à vous intéresser également à l'association. On fait des masterclass, etc. D'ailleurs, on en a une le week-end prochain. Donc, sur les différentes maisons d'édition et tout ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir. C'est ouvert à tous. Vous aurez un petit lien en description également. Et voilà. Bravo en tout cas et merci pour tout le travail que tu fais pour nous donner une ouverture sur ta chaîne et puis merci pour ta grande sympathie et puis ta patience et ton écoute. Merci. Et puis pour Merci ceux à qui toi. Et du coup, bonne fin de week-end à tout le monde. Bon dimanche et à bientôt.